Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un comédien, auteur, producteur, propriétaire de théâtre. Il fait rire depuis presque 3 décennies en France, en Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde francophone et au-delà. Si je vous dis Le Clan des Divorcés, je suis sûre que vous l'avez reconnu, Halil Vardar est notre invité. Bonjour Halil Vardar. Bonjour, merci de me recevoir. Ravi de vous accueillir dans Lumière Intérieure. Je suis tout aussi ravi. Sur KTO. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'on va en parler, bon anniversaire. Bon anniversaire à vous déjà, puisque c'était il n'y a pas si longtemps. Je crois que vous avez un chiffre rond, un peu, 55 25 ans. Ah pardon. J'ai eu 25 ans là, avec 30 ans de plus. Vous ne les faites pas. Donc, je suis du 7 février, je fais 55 ans. Ouais. Voilà, et, en 2025. Et puis il y a un autre anniversaire dont on va parler, le Clan des Divorcés. Le Clan des Divorcés, 20 ans, cette année. Ça passe. 3 millions ou même plus, hein, je crois même plus aujourd'hui. 3 millions de spectateurs qui sont allés voir quand même ce succès théâtral qui... Plus les diffusions en télévision, à l'étranger, les adaptations en séries télé à l'étranger. Ça a été même adapté à la télévision en Bolivie. En Bolivie ? Franchement, je ne sais même pas où se trouve exactement la Bolivie sur une carte. Bon, je pense pas loin, mais je ne savais même pas. C'est le truc qui va changer la vie, quoi. Alors comment vous digérez ce succès-là depuis 20 ans ? On digère bien les succès, on les digère mieux que les échecs. Ça, c'est sûr. Non, c'était d'abord pas prévu que ça marche autant. C'était vraiment un truc pour... Même au départ, vous n'êtes pas dit, ça commence quand même bien, il y a 20 ans. Souvenez-vous. Non, c'est sûr que ça m'a changé la vie tout de suite. Tout de suite. Mais entre tout de suite et ce que ça a été, c'est pas pareil. Surtout, il faut rappeler qu'au départ, personne n'en voulait. Ah, ça... voilà, les tourneurs, les producteurs de théâtre, les propriétaires, on ne voulait pas de votre pièce. Moi, je me rappelle d'une conversation. Vous avez dû acheter presque... J'ai dû acheter. Vous avez dû acheter. Comment il s'appelait ce gars ? Je crois qu'il s'appelait Jean-Georges Tarot, qui est toujours là d'ailleurs. Je crois que c'est le directeur du théâtre de Passy. Alors, je le salue s'il regarde, parce que je l'ai eu au téléphone 55 minutes pour le convaincre de programmer Le Clan des Divorcés. Il avait à l'époque un théâtre qui s'appelait la Comédie de Paris, rue Fontaine, et il l'a refusé. Comme quoi, on se trompe parfois, quoi. Ah, oui, il doit regretter aujourd'hui. Je sais pas, vous savez, il a dû faire d'autres succès. Mais en tous les cas, celui-là, c'est vrai qu'il fallait pas le rater, quoi. Mais vous l'avez pas raté. Vous avez donc acheté les théâtres, c'était Comédie à la République, puis vous en avez acheté d'autres, mais en fait, où vous installez vos pièces, tranquillement. Au fur et à mesure du succès. On va parler de la dernière, là. Oui, en fait, au fur et à mesure, en gros, personne ne voulait de moi. On ne va pas se voiler la face. Et encore aujourd'hui, je suis toujours une espèce de Kaiser Soze du métier. C'est-à-dire, c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. J'ai toujours été... Vous m'avez vu au Molière ? Non ? Je suis l'acteur, auteur qui vend le plus de places en France depuis 20 ans. Donc, mais c'est-à-dire que le deuxième, il n'est pas à 200 mètres, il est à 7 km, Mais j'ai toujours été une espèce de gars comme ça, un peu infréquentable. Électron-libre ? Je sais pas, mais du coup, ils ont développé chez moi un instinct de survie qui fait que comme on ne voulait pas me programmer, j'ai pris un petit théâtre. Quand j'ai commencé à avoir du succès, ils ne voulaient pas me laisser un plus grand théâtre. Donc j'ai acheté un plus grand théâtre. Et puis au fur et à mesure, je me suis développé. Et je pense que quelque part, j'ai toujours été la preuve de la négation de leur pouvoir. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a réussi sans vous cirer les pompes, ou sans venir pleurer, peut-être on n'a pas envie de le connaître, ce gars-là. Et moi, j'ai toujours été un peu en marge, mais il y a une personne qui ne s'est pas trompée, c'était le public. Voilà. Donc finalement... Le public qui est roi, les Américains le savent. Un précurseur de la Startup Nation version théâtre, en fait, c'est un ça. peu. Peut-être, D'une certaine façon. Qui est peut-être l'avenir du théâtre, parce qu'on est quand même dans un milieu qui se rénove tout doucement. Et je me suis souvent posé cette question. Je me suis dit, si quelqu'un donnait 2 heures de vie à Molière sur Terre, il dit voilà, et tu as 2 heures pour aller voir une comédie. Je me suis dit, est-ce qu'il viendrait pas chez moi ? Parce que finalement, quand on connaît la vraie histoire de Molière, je suis quand même plus proche de lui que certains acteurs qui sont adulés surtout par le système, et moi par le peuple. Et Molière, c'était un artiste du peuple. Du peuple, c'est vrai. Et vous leur en voulez quand même un petit peu ? Vous avez un petit peu d'amertume vous parliez des Molières, effectivement, des critiques du système, comme vous le dites. Oui, il y a un système, et puis il est bien verrouillé. C'est-à-dire que... Vous leur en voulez quand même ?
Vous savez, oui et non, parce que je veux dire, demain, si on me disait, tiens, à Lille, tu reçois un Molière, d'accord, ça ne changerait rien chez moi, si ce n'est que je serais pour une fois sur une tribune face à tout un parterre qui ne m'aime pas. Contrairement à quand je suis au théâtre où j'ai tout un parterre qui m'aime. Donc en fait, je pense qu'en France, on a un problème avec ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, la peur naît de l'ignorance. Les gens ne savaient pas qui j'étais. Je n'appartenais à aucune communauté. Ce mec a un prénom musulman, il a des origines albanaises. Ça fait déjà assez que pour faire une garde à vue. Hein. Oui, donc... Vous ne faisiez pas partie du sérail. Non, voilà. J'étais pas le gars du coin, le gars qu'on pouvait identifier à travers une communauté ou un parcours. Donc, du coup, j'ai fait les frais de ça. Mais franchement, là, maintenant, ça a un peu changé. Oui. Donc, on m'invite un peu, mais je suis très, très peu présent dans ce genre de cérémonie où on m'invite. Pas au Molière, mais il y a plein d'endroits où on m'invite. Je ne vais pas trop. Et puis, très honnêtement, je me consacre surtout à l'écriture des œuvres, aux répétitions. Oui. J'essaie d'améliorer la qualité de mon travail. Et parce le que reste, c'est vrai que on en parlera, vous êtes un boulimique de travail. On parlait du Clan des divorcés, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Hernie Fiscale avec Franck Leboeuf, Tout va bien se passer, Star d'un soir, 10 ans de mariage. Et en ce moment, à voir, avec vous d'ailleurs sur scène, je vous ai vu, une œuvre truculente qui s'appelle, avec Rebecca Hampton, 7 scènes de ménage, à la grande Happy Comedy, donc 40 rue Clichy, dans le 9e théâtre. Ouais, chez moi. Chez vous. On sent d'ailleurs... comme chez vous, hein, ou comme chez soi, on va dire. Les gens aussi, hein, il y a toujours une interaction à l'île Vardar avec le public. Il y a toujours le quatrième mur se casse de temps en temps. Mais je ne sais pas qui a fabriqué ce mur. Hein. Je ne sais pas qui a dit, vous savez, il y a toujours un metteur en scène qui dit oui, il y a un quatrième mur, parce qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait. Vous savez, on était quand même dans un métier où il y a beaucoup de gens qui apprenaient aux acteurs à rater leur carrière comme eux. Donc, si un acteur a envie de parler à son public, c'est son problème et c'est le problème du public. Les gens qui ont inventé le quatrième mur, c'est aussi ceux qui ont inventé les théâtres vides. Franchement, les gens qui viennent au théâtre, c'est pour qu'on leur parle et pour qu'on les aime. Enfin, Molière le respectait. Ah non, vous voulez rire ou quoi Oui, il y avait des... Non, mais regardez, relisez Molière, regardez les apartés de Molière, il ne le respectait pas du tout. Après, c'est la mise en scène qui a voulu ça, et c'est souvent les metteurs en scène. Mais je vous dis, ça c'est un grand débat qui ne va peut-être pas passionner les spectateurs, mais en gros, on est quand même dans un pays où quand on a raté quelque chose, on devient prof de ce quelque chose. Et ça, il faut faire gaffe à ça. Alors, il faut rappeler que vous êtes d'origine donc albanaise, mais belge aussi. Oui. Donc la France, non, mais c'est vrai, votre deuxième pays. Oui, c'est mon deuxième pays, mais c'est le pays qui m'a fait faire ma vie. Mais vous savez, c'est souvent... Vous avez pris un cours de tennis avec Agassi ? Non, j'aurais bien voulu, mais... Oui. Vous avez pris un cours de théâtre avec Francis Huster ? Non. Et en fait, c'est toujours des gens qui ont une espèce de vérité comme ça et qu'ils imposent. C'est pour ça que moi, je ne donne pas de cours. Je laisse, et quand j'ai la chance d'avoir des artistes, je les laisse finalement être ce qu'ils sont. Et après, moi, j'essaye un peu d'améliorer sur certaines techniques. Mais ces trucs comme le quatrième mur ou les fameux codes de théâtre, vous savez, par exemple, à la fin, ça ne se faisait pas de présenter les acteurs qui jouaient. Les gens trouvaient ça un peu vulgaire. Mais de où ? De où c'est vulgaire ? Qui a décidé ? Vous cassez les codes, c'est vrai. Il y a eu une réunion, il y a eu quoi ? À l'île Vardar, on casse les codes. On va parler un petit peu de la pièce, cette nouvelle pièce, parce qu'elle est quand même très sympa. Donc, 7 scènes de ménage, 7 tableaux, autour d'un couple qui se forme à la cinquantaine, qui s'est rencontré via une appli de rencontre secondemain.com, je crois, c'est drôle, secondemain.com pour des voilà. 50 ans. Et finalement, c'est très drôle, on rit beaucoup. Il y a dans ce tableau avec l'évolution de leur mariage, qui tient quand même, de leur union, qui tient toujours jusqu'à 96 ans. Et finalement, c'est une ode d'espoir pour les plus de 50 ans, cette pièce, parce que c'est optimiste. C'est très optimiste. Ça aurait pu mal finir, mais ça finit pas mal du tout. Il y a même vraiment des moments d'émotion. Mais j'essaye que ce ne soit pas gratuit, qu'il y ait des choses qui... Mais je pense que 50 ans, aujourd'hui, c'est rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie pour les femmes qui dépassent les 80 ans.
Je trouve que moi, je vois des femmes qui ont 50, 60 ans qui sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, justement, le passage de la cinquantaine pour écrire cette pièce? Expliquez-nous votre processus d'écriture, de montage de ces scènes, par exemple. Écoutez, je vais être honnête avec vous, c'est venu, j'ai un ami qui est sur les applications de rencontres. Tinder, Bumble, pour pas faire de la pub. Qui a 50 ans, un peu plus même. Et évidemment, comme on partageait beaucoup de temps ensemble, il me montrait ça, il me montrait les photos et tout. Et j'avais, comme tous les hommes, une vision de la femme avant, après 50 ans, tout ça. Et quand je voyais les photos, le comportement, le verbe qu'elles utilisaient en s'exprimant, je me disais, mais est-ce que c'est pas le meilleur âge, finalement? Parce qu'à 50 ans, les enfants, ils sont là, ils ont grandi, les crédits ont été payés. On connaît son corps, on connaît ses envies, on connaît ses rejets aussi. Et je me disais, tiens, ces femmes qui lui écrivent, elles avaient l'air intéressantes, voilà, et belles. Je trouvais que c'était un bel âge pour une femme. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que pour changer un peu des histoires de 25-30 ans, on pourrait peut-être trouver une idée de ce couple qui se retrouve après 50 ans. Et finalement, vous savez, on dit mariage pluvieux, mariage heureux. C'est pas pluvieux dans le sens de la pluie, hein. C'est plus vieux dans le sens de l'âge, mariage heureux. Parce que je pense qu'à 25-30 ans, pour les plus tardifs, quand on nous demande de nous engager, en tous les cas, nous les hommes, on n'est pas prêts. Hein. Il faut attendre plus longtemps. Je pense que la maturité... Ça résonne avec votre propre histoire. Oui, vous êtes moi aussi remarié. J'ai eu 2 mariages. Moi, mon premier mariage, j'avais 30 ans, tout rond. Et le deuxième, j'en ai eu... C'est aussi le clan des divorcés, c'est un peu... Oui, c'était dedans. Ouais, je l'avais écrit pendant mon mariage. Non, c'était avant mon divorce. C'était avant le divorce, quand même. C'est d'ailleurs le clan des divorcés et le succès qu'il a amené, qui a entraîné ce divorce. Qui a entraîné le divorce. Le succès dans le milieu du spectacle ne fait pas très, très bon ménage avec la pérennité conjugale. Bon, là, il faut espérer que ça tient la route. Oui, je pense que là, avec Marie-Laetitia, on est dans un couple plus durable. J'espère qu'on ressemblera au couple que je joue sur scène. Laetitia Wardar, qui est également à l'affiche, notamment avec Franck Leboeuf. Avec Franck, oui. Qui nous a fait une petite infidélité. On a arrêté la pièce, qui fait Danse avec les stars, là. Et donc, il a été pris dans l'équipe, donc la pièce est un peu arrêtée. Mais je pense qu'avec mon épouse, franchement... je ne me vois pas. Après, vous savez, la vie, elle est faite de plein de surprises. Mais je me vois bien finir ma vie, et il m'en reste, hein, avec elle, oui. Avec elle. Et puis sur les planches. Oui, tant qu'à faire. Hein, on va continuer comme ça. Là, c'est parti pour combien de temps? C'est vous qui programmez, donc c'est moi. Non, d'ailleurs, on parle du public. Oui, allez-y. Non, mais c'est le public qui programme. Vous voyez, pareil. Les gens, par exemple, s'étonnent que je sois propriétaire d'un théâtre. Mais avouez quand même que c'est rassurant que le propriétaire soit un artiste et pas un maçon ou alors une boîte d'Internet ou une boîte de finance qui fait de la défiscalisation. Vous voyez, c'est comme si les boulangers, on était étonnés qu'ils aient une boulangerie. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, tiens, il est comédien. Ah, il a un théâtre, c'est bizarre. Il y a un théâtre. Mais oui, en fait, je fais du théâtre, donc j'ai un théâtre. Et encore une fois, c'est un peu la perdition qu'il y a eu dans ce métier. C'est de se dire, il y a plein de règles comme ça. Et moi, j'ai une analyse qui est très personnelle et qui est peut-être pas fédératrice, mais je pense que quand l'argent public arrive dans quelque chose, ce qui a été le cas dans les années 80 dans le théâtre, ils ont mis un pognon de dingue. Ben, du coup, on n'a plus besoin d'être bon. Parce que vous ayez 400 spectateurs ou 30, vous gagnez la même chose. Sauf qu'avec 30, vous passez le balai plus vite et vous rentrez chez vous plus vite, vous couchez. Et en fait, on est rentré dans une récompense à l'échec, qui n'a pas été que dans le théâtre d'ailleurs, où finalement, est-ce que vous pensez que Jacques Brel avait été subventionné? Est-ce que Gainsbourg a été subventionné? Est-ce que Feydeau a été subventionné? Est-ce que Courteline a été subventionné? Molière, Victor Hugo? Non. Quand on a inventé la subvention, on a inventé aussi la récompense à l'échec. Et automatiquement, la qualité des œuvres a baissé, les théâtres sont vidés. On a eu beaucoup de théâtres qui se sont fermés, qui sont devenus des supermarchés, des parkings. Voilà. Moi, j'en ai ouvert 3. Vous en ouvrez, et puis il y a du monde qui vient. Il n'y avait pas que des quinquas non, il y a tout le monde dans la salle. Allez, on va continuer à dérouler votre vie, votre parcours, parler un petit peu de spiritualité. Oui. On est dans Lumière intérieure. Je vais m'éclipser et vous proposer 4 mots, comme d'habitude, et on continue. Allez. À tout de suite.
Alice Vardar, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Ben ça va, hein. Ça Franchement, va. je passe un très bon moment, moi. Hein. Oui, c'est ce que vous dites, parce que j'ai appris que vous étiez claustrophobe. Oui. Vous détestez l'enfermement. Donc là, c'est difficile pour vous. Oui, mais je suis très bien accompagné. Ça va? Ça va. Pourquoi? Ça vient d'où, ça? L'enfermement, la Je sais claustrophobie? pas, je suis né par césarienne. Et ensuite, je me suis toujours posé la question, parce qu'évidemment, j'ai fait la sophrologie, l'hypnose, j'ai tout fait. Tout ce qu'on peut faire sur Terre, je crois que je l'ai fait pour essayer de m'en sortir. Mais ça continue. Bon, c'est partie de la vie. Hein. Et en même temps, vous achetez des théâtres, vous êtes comédien, vous vous enfermez dans des boîtes constamment. Oui, mais très peu de gens le savent, mais il y a toujours une porte derrière moi qui est spécialement faite pour moi, qui est toujours ouverte. Il n'y en a pas là. Allez, Non. ça va aller? Oh, il y en a une en face de moi qui s'ouvre facilement. Allez, on y va. On y va. Premier mot. Autodidacte. Ouais. Ah, c'est vous, ça. Ah oui, c'est bien moi. Ouais. Hey. Alors, on le disait déjà, origine albanaise, née à Bruxelles le 7 février 70, cadet de 5 enfants. Vous travaillez aussi un petit peu avec vos frères, notamment Aziz. Ouais. Mais avant, que de métiers. Chauffeur-livreur, boulanger, on parlait de la boulangerie tout à l'heure, agent immobilier, animateur de radio, j'en passe. Oui, je pense que de toute façon, c'était un peu le parcours des enfants de ma génération et de cette immigration qui s'intégrait à moitié. C'est-à-dire qu'on arrivait à s'intégrer socialement, mais au niveau des études, on n'était pas forcément tous les meilleurs. Et moi, j'ai quand même arrêté l'école, j'avais 16 ans. Et donc, il m'a fallu travailler et, entre guillemets, ne plus être un poids pour ma mère. Donc, j'ai fait tous les métiers respectables. Et c'est vrai, j'ai un peu tout fait. Et finalement, j'avais cette chance que quand je racontais une blague ou quand je racontais une histoire, il y avait un silence qui se faisait autour de moi comme ça, et les gens m'écoutaient. Et un jour, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un talent. Et peut-être que ça peut m'éviter de finir sur les chantiers ou dans une cuisine à faire commis de cuisine ou je ne sais quoi. Donc j'ai saisi. Malheureusement, encore une fois, ça revient à l'autodidacte. J'ai pas pris de cours, j'ai jamais pris un cours de théâtre de ma vie. J'ai été formé par personne. Et j'ai dû attendre mes 42 ans pour que feu Roger Louret, qui était sans doute le plus grand metteur en scène de ces 30 dernières années, qui a mis en scène Muriel Robin et toute la clique que les gens connaissent aujourd'hui, c'est lui qui s'est intéressé à moi, mais j'avais déjà 42 ans et pas mal de succès. Et comment, alors très tôt, vous avez senti que vous faisiez rire, vous avez ce talent, ce don. Comment vous êtes dit, je vais en faire un métier, je vais en vivre? Écoutez, je vais vous faire une réponse très pragmatique qui colle avec mon enfance, qui était quand même très miséreuse. C'est par l'argent que ça pouvait me rapporter. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans un cabaret à Bruxelles qui s'appelait le Black Bottom, qui était tenu par un couple de garçons qui avait fait le tour du monde avec un numéro visuel. Et ce cabaret avait accueilli à une époque un humoriste que peut-être les téléspectateurs dont ils se rappelleront, qui s'appelle André Lamy, qui est un imitateur. Donc j'étais à Bruxelles, j'avais 20 ans, je suis rentré là et j'ai raconté des blagues pendant un quart d'heure. C'est-à-dire j'ai raconté des blagues. Et au bout de ce quart d'heure, Géry, un des deux protagonistes, là, m'a donné l'équivalent de 50 €. Ça faisait 2000 francs belges à l'époque dans la main. C'est ce que, pardon de vous dire ça de manière aussi gauloise, mais c'est ce que ma mère prenait par semaine pour laver les toilettes dans les bureaux où elle travaillait comme femme de ménage. C'est-à-dire j'ai gagné en 15 minutes ce que ma mère gagnait par semaine avec des infections aux mains et tout ce qui va avec la difficulté des femmes de ménage. Donc je me suis dit, c'est un ascenseur social. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être que ce talent, ce mini-talent que je sentais à l'époque, je me suis dit peut-être qu'il peut m'éviter la vie pas très rose qui était tracée devant moi. Et je pense que là, je ne me suis pas trompé. Et j'avais à peine 20 ans quand j'ai pris cette décision. Hein. Mais après, ça, c'était les premiers 50 francs. Ouais. Et les suivants. Mais après, comment concrètement vous avez continué à faire rire, à monter, à écrire, Ouais, je pense qu'on n'échappe pas à ça. Vous savez, quand on est artiste, on essaye. Il y a plein d'artistes comme ça. Ils disent « Ah, moi j'ai arrêté, j'ai ouvert une agence immobilière », puis ils reviennent. C'est quelque chose auquel on n'échappe pas. C'est une agréable condamnation. La seule chose, c'est que c'est terrible quand on a la vocation et qu'on n'a pas le talent. Ça, c'est très, très difficile parce que c'est totalement
difficile à vivre. Moi, j'ai eu la chance un petit peu d'avoir les deux. Et du coup, à partir de 20 ans, j'ai compris que je pouvais m'en sortir. Et au lieu de me prendre des cours, de me faire aider, d'aller voir des profs et tout, comme j'étais une espèce de rebelle, je voulais tout faire moi-même. Et à un moment, j'ai perdu du temps parce que je me suis occupé des autres. C'est-à-dire, j'ai ouvert des lieux qui accueillaient les autres en Belgique. Et je me suis retrouvé finalement à m'occuper des spectacles des autres et pas des miens. Et j'ai perdu presque une petite décennie à me dire, tiens, je pensais être producteur, quoi. Ouais, je pensais que j'étais un bon producteur. Je n'étais pas un très grand producteur. Et à un moment, vers le début de ma trentaine, je me suis dit peut-être qu'au lieu de m'occuper de tous ces artistes et de tout cet égocentrisme qui tourne autour de ces artistes, je me suis dit, est-ce que je ne m'occuperais pas de mon égocentrisme personnel ? Et je me suis dit, est-ce que j'écrirais pas pour moi ? Et du coup, j'ai pris un envol différent avec la création là, de mes premières comédies, dont Le Clan des Divorcés. Ça a été difficile à écrire ? Inspiré de quoi ? En fait, c'était un copain qui travaille à la télévision belge, que je salue d'ailleurs en passant, que les spectateurs belges connaissent très bien, Hervé Meillon, qui avait à l'époque une femme qui voulait jouer au théâtre. Il me trouvait un peu à la mode. Il m'avait dit, tiens, est-ce que tu peux écrire une pièce pour cette dame ? Mais je voulais écrire sur quelque chose d'un peu actuel, quoi. Et puis, il faut resituer dans son contexte. Il y a 20 ans, on n'était pas du tout dans le même humour. Et aujourd'hui, on voit des one-woman shows où les filles racontent des trucs invraisemblables sur scène, sans aucune limite, hein. C'est-à-dire aujourd'hui... une humoriste qui fait un sketch où ça finit pas en dessous de la robe, c'est rare, hein, c'est très très rare. Moi, à l'époque, quand j'ai écrit Le Clan des Divorcés, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait trouver une idée, et j'ai eu l'idée de créer une des trois femmes par un homme. Donc finalement, c'était une femme. Vous ? Voilà, c'était moi, mais joué par un homme. Donc quelque part, ça pardonnait certaines grivoiseries, parce qu'on savait que c'était un homme, mais c'était quand même dit par une femme. Voilà, je pense que c'est une des raisons du succès. Parce qu'à l'époque, il fallait justement dépoussiérer si les gens se rappellent, à l'époque, sur scène, les femmes ne disaient pas grand-chose d'autre que de donner la réplique à la vedette, au théâtre du moins, et on leur demandait d'être élégantes et jolies. Là, ça a changé. Et justement, ça a changé votre rôle à vous. Il peut être changé. Parce que autant vos partenaires sur scène sur cette pièce-là ont changé. Ah ben moi, j'ai été remplacé pendant des années. Moi, il y a d'ailleurs dans chaque pays où ça a été joué, c'était pas moi. Déjà. Vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Moi, je pense mais que c'était un homme. Oui, c'est toujours un homme. Hein. Toujours un homme. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est le principe. Et oui, c'est le principe. Et donc, ça a toujours été non, j'ai été remplacé, même franchement, parfois, j'ai été remplacé... Ça ne pourra jamais être remplacé par une femme, ce rôle-là. Ah, vous avez pensé. Pourquoi pas ? Franchement, avec l'évolution de la société aujourd'hui, pourquoi pas ? Sauf qu'il y a quand même beaucoup d'humour sur le fait qu'elle n'est pas très belle. Et ça, je pense que si c'était une vraie femme, ça ne ferait rire personne. Et ça marche parce que c'est un homme. Allez, on passe au deuxième mot, Halil. Détermination. Ouais. Ah, il en faut. Hein. La détermination, c'est vraiment c'est la base. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, que vous soyez humoriste, maçon, plombier, homme politique, si vous n'êtes pas déterminé, déjà quand on est déterminé, c'est difficile de réussir. Mais si on n'a pas la détermination... moi, je dis toujours, si vous avez 25 ans et que vous n'avez pas les dents qui rayent le parquet à point de l'arracher, faites autre chose. Faut être déterminé. C'est sûr et certain. Moi, je pense que je l'ai été tout au long de ma vie, avec évidemment des niveaux de détermination différents selon ce que je faisais. Mais s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui se disent, tiens, la vie professionnelle, c'est quoi ? C'est 10% de talent et 90% de détermination. Détermination, ça veut dire travail. Ah oui, ça c'était quand même quelque chose qui se perd. Alors sans vouloir faire le vieux, parce que je ne suis pas encore assez vieux pour le faire, mais il y a quand même une notion de travail que les gens sous-estiment beaucoup.
Et les humoristes travaillent, les gens au théâtre travaillent. Ce sont des milliers et des milliers d'heures. On va voir un de mes spectacles, on voit faire un mouvement, on se dit « Ah, ben tiens, c'était sympa », mais ce mouvement, il a été répété 300 fois avant d'être fait. Donc, le travail, c'est la valeur. De toute façon, moi, j'ai aujourd'hui 55 ans, je n'ai croisé personne qui a réussi sans travail. Oui, le talent seul ne suffit pas. Non. Mais vous travaillez beaucoup. Oui, peut-être un peu trop. Un peu trop. C'est ce que pense votre épouse aussi. Oui, tout mon entourage. C'est vrai que on parlait de ma claustrophobie tout à l'heure. Moi, je suis aussi sujet aux crises d'angoisse. Et tiens, je vais vous raconter un truc que je n'ai jamais raconté de ma vie nulle part. Comme ça, je serais pas venu pour rien. À 14 ans, j'ai pris une balle de revolver dans la tête. Alors, ne me demandez pas pourquoi, comment. C'était je vais vous le dire parce que sinon ça va envoyer des fantasmes. Mon meilleur ami de l'époque, son père était commerçant à Bruxelles, dans un quartier un peu difficile, et il a eu la bonne idée d'avoir une arme à feu dans le comptoir. Et son fils a pensé que c'était un jouet. On jouait. Et j'ai pris une balle dans la tête ici, là, et j'ai été opéré là pour l'enlever. Et finalement, je pense que la claustrophobie peut peut-être venir de là. Et je suis aussi très, très sujet aux crises d'angoisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne fais plus rien, je suis très, très vite pris par l'angoisse. Donc, je me demande quelque part si cette boulimie de travail n'est pas juste une manière d'éviter le vide et ces moments de silence et ces moments de non-activité qui peuvent déclencher des angoisses chez moi. Et alors, je termine juste là-dessus parce que c'est peut-être un peu long sur cette réponse, mais quand j'ai pris cette balle, tout le monde pensait que j'étais mort. On prend pas personne, vous ne croiserez jamais personne dans votre vie qui a pris une balle dans la tête et qui est assis 41 ans après à vous raconter l'histoire. Mais j'ai pris cette balle et ça m'a donné une vision de la vie, de ma vie en tous les cas, et de la philosophie de vie, peut-être même l'après-vie, assez différente. J'ai une perception, parce que je pense qu'en vérité, en 84, au moment des faits, j'aurais dû ne plus être là. Ça a mis une bonne ambiance, hein? Incroyable. Ouais. Incroyable. Je suis vraiment... oui, ouais, ça m'enlève les mots. Non, mais c'est comme ça. Et c'est la première fois que vous en parlez. C'est la première fois de ma vie que j'en parle dans un média. Et qui explique pourtant beaucoup de choses dans votre carrière, dans votre destin, dans votre façon d'être. Peut-être, je sais pas. Appétit de la vie. Oui, cette impression de pouvoir mourir demain. Ouais. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Bon, ça fait un peu psychanalyse, là. En plus, vous m'avez laissé tout seul dans ce local-là, où on peut très vite sombrer dans la psychanalyse. Mais oui, j'ai peut-être fait beaucoup de choix. J'ai peut-être fait beaucoup de choix après cet accident. Ouais, sans doute que ça a déterminé plein de choses dans ma vie. Sans doute aussi ma claustrophobie. Comme une urgence de vivre. Oui, parce que c'est très particulier. Et puis à 14 ans, on est encore un enfant. C'est-à-dire, faut quand même resituer. Hein. À l'époque, on était une famille albanaise à Bruxelles, très très pauvre. Donc quand je prends la balle, moi-même, je n'avais pas compris que la balle était dedans. Je pensais juste que j'avais pris un coup. Je n'ose pas le dire à ma mère parce que je ne voulais pas faire de la peine à ma mère. Donc j'arrive à la maison, je m'installe à table pour manger. Après avoir pris une balle... Ah oui, quand même. Vous n'étiez même pas tombé par terre. Si, je suis tombé, mais je me suis relevé. Et j'avais mis un sparadrap pour pas que ma mère s'inquiète. Et à table, mon frère Hamdi me dit « Mais ça coule, là. Ça coulait du sang. » Et je dis « Oui, on a joué avec un revolver, tout ça et tout. » Et mon frère me dit « Bon, on va aller à l'hôpital. » Et on va à l'hôpital. Pour la première fois, je crois, de ma vie, on prend un taxi, parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre un taxi. Mais comme il y avait urgence, on prend un taxi. Et d'ailleurs, le taxi, quand on lui a dit qu'on y allait pour une balle dans la tête potentielle, il a roulé très très vite. Et on est arrivé à l'hôpital à Bruxelles. Et je me mets dans la salle d'attente, comme ça. Et puis, il faut une petite radio. Et puis, tout à coup, j'entends... enfin, toutes les alarmes qui se mettent en marche. Et j'entends le petit a une balle dans la tête. Donc, le petit, c'était moi. Et j'ai été opéré d'urgence. Et c'est vrai que ça peut être le genre de chose qui a découlé sur toute ma vie, oui. Sans doute. Sans doute. Peut-être certainement. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, j'en avais pas parlé depuis très 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 longtemps de ça. Et puis c'est pas... quand j'avais eu votre journaliste au téléphone, j'ai failli en parler
Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé pour moi. Mais on se sent bien ici, du coup, ça donne envie de parler. Hein. Tant mieux, à Lille. Ouais. Merci pour la confidence. Merci pour le partage, vraiment. C'est étonnant et oui, ça explique sans doute beaucoup de choses. Oui, sans doute. Vous remerciez peut-être la vie, Dieu, on en parlera tous les jours. Ah oui, mais moi, je suis... vous savez, j'ai vécu ça. Et c'est vrai que, franchement, depuis 41 ans, chaque jour où je me réveille, je me dis c'est un jour de bonus, quoi. Ah oui, ça change le regard sur la vie tout de suite. Je vous propose le troisième mot, le mot lien. Ah, c'est vaste. Hein. Ah, c'est vaste. Il y a beaucoup de liens. Chez vous, autour de vous, votre famille, vos amis. Ouais. Ben, c'est important, je pense. Hein. Je pense parce que, après, vous savez, c'est comme une fleur sans racines. Hein. Ça ne pousse pas. Vous voyez, je pense qu'on a besoin de liens, on a besoin de gens autour de nous. Moi, j'étais très, très, très famille. Franchement, j'ai consacré énormément d'énergie, de choses pour ma famille, parce qu'au moment où moi, je réussissais, j'avais mes frères, ma sœur, mes neveux qui réussissaient moins. Donc j'avais envie que tout le monde réussisse. J'ai essayé de porter toute une famille, j'ai essayé de porter mes amis. Et puis au bout d'un moment, ça je pense que jusqu'à 50 ans on essaye. Et puis à partir de 50 ans, on part de l'idée que ceux qui voulaient y aller, ils y ont été. Et ceux qui n'iront jamais, ils iront jamais. Mais j'ai des liens très importants. Je compte beaucoup sur l'amitié. Je suis très, très, très fidèle en amitié. Je pense que c'est très important. Et les liens, il y a des gens comme ça qui sont mes amis depuis des années et des années, que je ne vois pas forcément tous les jours. Peut-être même parfois, je ne les vois pas pendant un an, mais le lien est indéfectible. Quand on parle de lien, on pense aussi à la transmission. Ouais. Vous avez 4 enfants. Ouais. 2 filles qui se sont orientées vers des carrières plutôt médicales. Ouais. Un garçon que vous avez élevé comme votre fils, qui n'est pas votre fils biologique. Et le petit dernier, qui porte un très beau nom. Ilan. Un nom très, très fort. Ouais. En hommage à Ilan Halimi. Oui, c'est toujours un peu... comment dire, c'est toujours émouvant pour moi, parce que quand j'ai connu le succès en 2004, le vrai succès que le public connaît avec le Clan des Divorcés, c'est le même moment où, j'allais dire des barbares, mais il s'appelle comme ça d'ailleurs, le gang des barbares, où des barbares ont tué un enfant en France parce que juif. Je ne me suis jamais remis de cette information. C'est-à-dire quand j'ai appris qu'on avait en 2004 brûlé, parce que les gamins étaient partiellement brûlés, pardon de reparler de ça, parce qu'il y a peut-être de la famille qui regardera le programme, mais ce qu'on a fait à ce gamin ne porte pas de nom. Et à l'époque, j'avais encore mon premier mariage, et j'avais encore des espoirs de refaire des enfants à mon ex-femme. Et je m'étais dit, si un jour j'ai un enfant, si j'ai un fils, si Dieu me donne un fils, je lui donnerai le nom d'Ilan pour prolonger pour prolonger la vie de cet enfant, voilà. Et la vie a fait que j'ai divorcé, tout s'est arrêté, j'avais plus aucune ambition de faire des gosses, ni à mon ex-femme, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Et puis comme il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis, en 2020, j'ai eu la chance d'avoir Ilan. Et quand j'ai su que c'était un fils, ça m'est tout de suite revenu. Je me suis dit, il s'appellera Ilan. Alors, il a fallu un petit peu expliquer dans ma famille, qui est quand même un peu musulmane, pourquoi j'utilisais un nom juif pour mon fils. D'abord parce que Ilan, on le trouve aussi d'une autre manière chez les musulmans. Et ensuite, Ilan, c'est l'arbre de la vie. Et quelque part, je ne sais même pas comment on peut encore parler de ce sujet, mais c'est tellement dramatique. Quelque part, ce gamin, voilà, je lui rendais hommage. Voilà. C'est un sujet difficile. Toujours pour revenir sur cette transmission, c'est vrai que parlons un peu plus légèrement, la transmission du théâtre, vous l'avez pas tant fait passer que ça, auprès de vos 2 filles en tout cas. Ah ben non, ils n'ont pas voulu. Hein.
Non. Non, Peut-être que ça sera le cas d'Ilan. Peut-être. En tous les cas, Lara, l'aînée, ça va être une très très grande vétérinaire. Elle finit dans 2 ans et demi là. Elle a des notes extraordinaires. Ils sont 185 à Nantes, puisqu'elle est à Nantes. Et elle est sortie première de la promotion des 185 élèves. Bravo. Je pense que j'aurais offert à la France un enfant qui va sauver beaucoup, beaucoup d'animaux. La deuxième, elle veut être kiné, donc elle a fait médecine aussi. Et Jordan, lui, il est dans l'événementiel. Il ne veut pas monter sur scène, mais il organise énormément de choses. Donc c'est un très grand organisateur. Je pense qu'il a plus intérêt aux affaires qu'aux œuvres. Quant à Ilan, il a 4 ans et demi, donc il a encore le temps de réfléchir. Allez, je vous propose le 4e et dernier mot. À Lille, c'est le mot croyance. Ouais. Croyance. Quelle place cette croyance occupe-t-elle dans votre vie? Vous savez, c'est très particulier parce que je crois. C'est sûr et certain que je crois. Je sens, je crois, je sais, je crois, sauf que je suis né dans une famille musulmane. Je crois que j'ai mis les pieds dans ma vie 3 fois dans une mosquée, du moins pour y prier. J'ai souvent été les visiter. J'étais il n'y a pas longtemps dans la magnifique mosquée Hassan II à Casablanca. J'étais aussi à la mosquée d'Abu Dhabi il n'y a pas longtemps pour visiter, je ne prie pas. Mais, comment vous dire, que je sois dans une église, où je me rends aussi régulièrement, j'adore visiter les églises, ou que je sois dans une mosquée, ou dans une synagogue, je sens une connexion, je sens quelque chose sur lequel je n'arrive pas à mettre vraiment de mots ni d'images. Mais en tous les cas, j'ai une croyance et je crois qu'il faut c'est quelque chose de très individuel finalement, notre croyance. Et je pense que l'erreur, c'est de vouloir finalement imposer ce que nous, on pense. C'est pour ça que quand il y a des sujets là-dessus, je suis très évasif parce que finalement, j'ai beaucoup d'amis juifs, beaucoup d'amis catholiques, beaucoup d'amis musulmans. Je garde ça vraiment pour moi, mais je pense qu'effectivement, bien sûr qu'il y a Dieu, évidemment. Et cette croyance que vous manifestez, que vous partagez en Dieu, est-ce qu'elle a été justement révélée par cet accident que vous avez eu à 14 ans et que vous nous avez dévoilé? Oui, écoutez, sans doute. Après, pour des raisons, c'est la vie, j'ai été souvent confronté à la mort de gens autour de moi, très jeune d'ailleurs. J'ai perdu un très très bon ami, Pascal Philippon, j'avais 17 ans. Et tout au long de ma vie, comme ça, j'ai perdu des gens. C'est un peu côté triste, mais j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Et à ce moment-là, évidemment, il y a les funérailles qui sont quand même un moment très, très, très dur. Très, très dur. Moi, je ne me suis jamais remis du départ de ma mère, par exemple. Et finalement, quelque part, dans notre croyance, on trouve un certain réconfort, un certain apaisement. Mais quand j'ai eu cet accident, c'était très particulier parce qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas les médias comme maintenant et tout. Mais à l'époque, j'avais eu vraiment des images où je me suis vu me faire opérer, par exemple. Je me suis vu me faire opérer. Sauf que j'étais un gamin de 14 ans. C'était dans une époque où c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et on ne m'a pas trop posé de questions là-dessus, tout ça. Mais je me suis vu, moi, dans l'opération. Donc, est-ce que c'était un moment de passe? Je ne sais pas. Mais en tous les cas... Une expérience de mort imminente? Non, parce que je n'étais pas dans le coma. Oui. Je n'étais pas dans le coma puisque je n'ai jamais été dans le coma. Mais... Vous aviez une vision élargie, pas tout à fait celle... J'ai vu l'opération d'au-dessus. Je me suis vu... Ouais. Et en fait, vous voyez, par exemple, ma première opération n'a pas marché parce que la balle avait fondu derrière l'os de la pommette et elle n'était pas extractable. Donc, je savais en me réveillant que ça avait raté, puisque je l'avais vu.
Oui, c'est très bizarre, hein. Surtout 41 ans après. Mais pour revenir à la croyance, moi, j'ai toujours cru dans quelque chose de fort. En tous les cas, ça m'a toujours rassuré. Après, là où j'ai beaucoup de mal, c'est sur le fait que ce soit clivant et que des gens puissent se faire du mal entre eux parce qu'ils pensent que leur Dieu est le bon et pas celui de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est le côté très triste de la religion, où je pense que s'il y a un Dieu, il y en a un. Et il n'y a aucun Dieu qui a ordonné ou voulu, je pense, éliminer qui que ce soit, bien au contraire, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc je pense juste qu'on est dans un moment là j'ai un peu du mal avec ça. J'ai vraiment même plus qu'un peu, j'ai même beaucoup de mal à l'idée de voir des morts sous le prétexte, puisque c'est vraiment honteusement un prétexte de la religion, parce que je pense que Dieu est plus là pour donner la vie que de la prendre. C'est vrai que vous avez un parcours, une façon de vivre assez œcuménique. Donc, vous avez des racines musulmanes, un fils qui porte un nom hébreu, et vous parliez de votre maman que vous avez perdue. Quand ma maman est décédée, mon frère Aziz était en couple avec Blerta Zegou, qui est une chanteuse d'opéra extraordinaire. Bon, le couple n'est plus, ils sont plus ensemble, mais et nous habitions, on a toujours la maison, mais on n'y habite plus. Nous habitions à côté de la basilique de Kuckelberg, qui est une des plus grandes basiliques du monde, à Bruxelles. Et j'avais une espèce de malaise, comme ça, quelque chose qui... J'avais envie de sortir de la maison, et j'ai pris ma belle-sœur, on est allé faire des courses, et on est passé devant la basilique, et je lui ai dit, tiens, rentrons dans la basilique, et on est rentré dans la basilique, et j'ai demandé à ma belle-sœur, enfin, à la copine de mon frère, de nous chanter l'Ave Maria dans la basilique de Kuckelberg à Bruxelles. Ma maman était musulmane, mais c'était une femme d'une ouverture d'esprit incroyable. C'est-à-dire, ma mère n'était habitée d'aucun racisme, d'aucun rejet, de rien. C'était une femme incroyable. C'était une femme qui savait que Dieu était le même pour tous. Donc, elle, on l'avait éduquée dans une éducation musulmane, mais ma mère ne connaissait pas la division. Et donc, je me suis dit, de là-haut ou de là où elle est, je pense que peu importe si c'est une église, une synagogue ou une mosquée, ça lui fera plaisir. Et il y a quelques touristes comme ça qui ont eu droit à cet Ave Maria incroyable et à cette émotion qui, même 8 ans après, me touche encore. C'était un moment très fort. Ouais. Mmh. Mais vous voulez me faire pleurer, c'est ça le but de l'émission, c'est ça? Parce qu'à la base, moi je fais des trucs rigolos avec une perruque. Hein. On voit un autre visage de vous à l'île Vardar. Oui. D'ailleurs, vous dites ça, on va peut-être vous voir. Est-ce qu'on va vous voir un jour dans un rôle plus tragique? Oh, je ne suis pas candidat à ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens comme ça, d'humoristes, à part Coluche. Sinon, ça a à chaque fois été un échec. C'est-à-dire que le public, on est élu pour quelque chose, parce qu'on est drôle, ou parce qu'on... Et puis, une fois qu'on a accès aux médias, on veut faire autre chose en leur montrant qu'on sait faire autre chose. Mais je pense que le public s'en fiche un peu. Hein. Si on a été élu parce qu'on fait des très bonnes baguettes, je pense qu'il faut faire des baguettes. Comme vous en avez fait à une époque. J'en ai fait vous qui avez tout fait à l'île Vardar, c'est pour ça. Ça aurait pu être tragédien, mais bon. Ça sera pas le cas. Peut-être que je serai bon, hein. Peut-être que je serai bon. Sans doute. Mais très honnêtement, je prends un tel plaisir. Vous savez, avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens m'écrivent beaucoup. Et le nombre, vous ne pouvez pas imaginer, comme ça me touche, le nombre de gens qui m'écrivent dans des périodes de maladie. Qui m'écrivent en me disant « je lutte contre un cancer, je suis à l'hôpital, je viens d'enterrer un tel », dans des périodes difficiles. Et je leur amène une joie et qui fait que pendant quelques minutes ou quelques heures, ils sont ailleurs. Franchement, dans un film dramatique, je ne suis pas sûr que je les aiderais beaucoup. Peut-être que je serais mauvais aussi. Hein.
Donc le rire, c'est essentiel. Ouais, je pense. Ouais, Humour, politesse du désespoir. ouais, c'est ça, exactement. Encore un sujet pas très drôle pour conclure. Enfin, si on en a parlé déjà un petit peu, peut-être une expérience de mort imminente, on ne sait pas trop, mais vous avez quand même touché le mystère au moment de cet accident étonnant et que vous nous révélez à 14 ans. Comment vous l'appréhendez, ce mystère, cette mort qui va tous nous toucher? Alors là, je pense que le cerveau est bien fait. Je pense qu'il y a un âge où on n'y pense pas trop. Je suis encore dans l'âge où on n'y pense pas trop. Et après, on s'en rapproche et on y pense de plus en plus, et puis ça tombe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On rêve tous de l'immortalité, hein. On rêve tous. Mais finalement, j'ai assisté à la naissance de mes 3 enfants biologiques. J'ai voulu être là. Vous voyez cette magie, c'est incroyable, quoi. Vous faites l'amour à une femme, 9 mois plus tard, un être vivant sort. C'est une force qu'aucun auteur, aucun mot, aucun verbe ne pourrait jamais décrire. Et pour avoir ça, il faut accepter la mort. C'est le deal. Donc finalement, je pense que j'accepterai la mienne parce que j'ai eu la naissance de mes enfants. Mais très honnêtement, si je n'avais pas eu la naissance de mes enfants, j'aurais une vision différente. J'aurais une vision très, très différente. Et c'est malheureusement... Parce que, vous voyez, par exemple, je vois mes enfants et je vois, ils ont mes mimiques, ils ont mon comportement, mon caractère. Voyez, moi, nous, les fils de ma mère, on a plein d'attitudes. Finalement, en donnant la vie, on est éternel. Puisque les gens veulent tous l'éternité. Ben, faites des enfants, hein. C'est pas compliqué, en fait. Faites des enfants, vous serez éternel, puisqu'on dira que j'étais comme ton père, c'est comme ton père, c'est comme ton grand-père. Et en fait, finalement, en donnant la vie, on prolonge la nôtre. Donc finalement, moi, ça me permet d'accepter un jour la mort, très honnêtement, le plus tard possible, et surtout, le plus nettement possible. Parce que j'ai connu à travers des amis la mort avec une chute pendant 1 an ou 2 ans. Et ça, mon Dieu, si vous pouviez me l'épargner, je pense que j'ai été un bon gars. Quand ça viendra, il faudra que ça aille vite. Voilà. Radical. Oui. On verra si le Seigneur Mais je vous vous entend courant, le plus tard possible. Oui, le plus tard possible. Bien évidemment, au-delà des 96 ans de la pièce dont vous parlez dans votre pièce. Je reviens vers vous pour la conclusion. Allez. Allez, Vardar, merci beaucoup. C'est Partage, moi. à tout de suite. Halil Vardar, je suis de nouveau en face de vous. Vous êtes plus rassuré? J'en suis ravi. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Écoutez, très bien, très douce. Le confinement. Non, je trouve que c'est très doux. Vous me parlez du confinement? Non, je parle d'ici, de cette expérience de confinement. Non, moi j'ai trouvé ça très sympa. Et puis... Et révélateur. Vous nous avez... Peut-être, oui, peut-être pour vous, parce que moi je la connaissais. Partagé, bien sûr, mais je trouve que c'est très bien. Ce moment de vie incroyable, enfin, il n'y a pas de mots, enfin, comme une nouvelle vie qui a démarré à 14 ans pour vous, enfin, qui révèle et qui explique sans doute votre vie aujourd'hui, votre carrière et comment vous êtes et vos choix, votre perception. Pour ça que je dis toujours aux gens, vous savez, on se fait des idées des gens, on ne les connaît pas, on ne sait pas. Et finalement, il faut toujours aller vers l'autre, il faut parler. Et puis, cette émission, elle a quand même c'est une émission qui a quand même qui a cette force de prendre le temps et de créer une espèce d'intimité comme ça, presque familiale, où on parle. Et finalement, c'est un vrai talent. Et d'ailleurs, je vous en félicite parce que c'est très rare d'avoir cette ambiance-là. Et puis, ça donne envie de parler.
À l'émission, à l'équipe. Oui, à toute l'équipe, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas. On ne nous demande pas de faire une vanne toutes les 2 minutes, de jeter un verre d'eau, de baisser le pantalon pour faire de l'audimat. C'est vrai qu'on vous trouve dans un rôle que vous n'avez pas l'habitude de tenir. Non, mais c'est très sympathique parce que moi, je fais très peu. On m'a proposé souvent de faire des émissions de télévision. Je voulais faire Drucker quand j'étais gamin. J'ai fait 4 fois Drucker. Et j'ai fait les grosses émissions que tout le monde voulait faire. Je les ai toutes faites. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas mon monde, parce que je voyais tous ces gars qui finalement n'avaient pas grand-chose à vendre, alors ils le vendaient cher. Ils étaient là, essayer accrochés. C'est comme ces politiciens qu'on paye déjà hyper grassement et qui sont tous les jours dans les chaînes de télé à reprendre un cachet encore. On se dit, mais ça suffit pas, les gars, ce que vous prenez. Et en fait, moi, je sais que j'écris des œuvres, je sais que je fais des spectacles, j'ai pas besoin de tout ça. Vous êtes autosuffisant, autodidacte et autosuffisant, vous n'avez pas besoin, c'est vrai ? Franchement, et puis surtout, vous pourrez imaginer, vous faites une émission, vous dites la mauvaise phrase. Le truc qui sort, qui a été mal interprété. Vous vous retrouvez avec... aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Les gens se jettent sur un os, à 3000 personnes dessus. Donc, je me dis, moi, j'ai du succès, j'ai des gens qui me suivent. Et de toute façon, j'arrive pas à en mettre plus dans ma salle. Et j'ai plus envie d'acheter de théâtre. Ah il y en a trop, il faut les gérer. C'est gérer en famille aussi. Non, parmi les 4 mots, rapidement, parce qu'on il faut que je clôture 4 l'émission, malheureusement. Il y en a un qui vous a davantage touché ? Autodidacte, lien, croyance, peut-être la détermination, croyance. La croyance, je pense que c'est le mot qui touche le plus tout le monde. Parce que finalement, derrière tous nos airs de ce qu'on est, quel que soit notre rôle dans la vie, je pense qu'on a tous un rapport très particulier avec la croyance. Là, vous touchez sur quelque chose, quelle que soit la personne qui vient, ça doit être très très rare. Et si elle ne croit strictement en rien, ça m'étonnerait. C'est une croyance aussi. Non. Non, je pense que si elle ne croit en rien, elle sera pas. C'est pas quelqu'un qui sortira du lot. Je pense que les gens qui sortent du lot ont une croyance, tous. Il y a une croyance en soi aussi. Ça, c'est. Et c'est votre cas. J'essaye de boucler la boucle. Allez voir Halil Vardar si vous ne le connaissez pas encore. Ça m'étonnerait parce qu'il commence à être très connu. Il y en a beaucoup encore. Mais bon, il y en a encore quelques-uns qui ne doivent pas le connaître. Sur scène, en ce moment, 7 scènes de ménage au Grand Happy Comedy. Il y a le Happy qui est c'est joli, ça met le bonheur dans la maison. Joli. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bonheur qui sort de cette pièce, beaucoup d'espoir pour les quinquas, mais pas que. Et merci beaucoup pour le à partage. Vous, merci, c'était un moment très sympathique. Voilà tout, votre sincérité, beaucoup de choses. Belle continuation, merci à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez l'adresse pour revoir l'émission, ktotv.com. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci Halil. C'est moi. Quel plaisir de te retrouver.